Ok, mes chers téléspectateurs, chers élèves, bonsoir. Notre cours ce soir porte sur la philosophie niveau terminal mathématique expérimental. Et nous commençons toujours comme d'habitude sur le chapitre 1, la science et la technique. Donc nous allons prendre la notion de science et de la technique dans la généralité. Et de là, nous allons nous attaquer à l'origine, la définition et l'objet de la science. Donc, lorsque vous prenez la notion de science, nous allons nous intéresser premièrement au mot science. Lorsque nous prenons le mot science, c'est-à-dire par rapport à ses origines, vous verrez, nous avons du grec ancien, scientia. Scientia, qui signifie en français connaissance ou savoir. Mais lorsque nous prenons le mot connaissance et le mot savoir, vous allez voir que ces deux notions nous envoient dans un domaine très vague. Dans la mesure où, lorsqu'on dit que science dérivant de scientia signifie connaissance ou savoir, alors nous avons l'impression qu'on peut appeler science toutes les connaissances ou les savoirs que l'homme peut acquérir. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons savoir. Mais si nous nous en tenons à cette définition, vous-même vous comprendrez que la notion devient très vague. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines connaissances que nous possédons. Donc, vous allez voir, il y a certaines connaissances, il y a des savoirs qui, de nos jours, dans ce temps moderne, dans ce temps contemporain, vous verrez que cette définition ne peut pas être appliquée à l'ensemble des connaissances que nous avons aujourd'hui de la science. Pourquoi? Parce que si on dit connaissance ou savoir, vous verrez que nous avons l'art, c'est une connaissance, mais ce n'est pas de la science. Le mythe, c'est une connaissance, c'est un savoir, mais ce n'est pas de la science aujourd'hui, avec la conception positive. Donc c'est pourquoi, cette définition étant très vague, nous n'allons pas nous cramponner sur elle seulement. Nous allons aller au-delà de cette conception qui est de l'Antiquité grecque pour nous intéresser à la notion de science avec le temps moderne et dans ce temps contemporain. Alors c'est pourquoi après l'étymologie, nous avons des définitions qui ont été données par beaucoup de penseurs. Lorsque vous prenez par exemple Boutrox-Émile, lui nous dit quoi? Il dit que la science n'est pas seulement une connaissance, mais une éducation. Donc vous verrez que la conception de Boutrox-Émile ne se limite pas seulement à la notion d'étymologie, connaissance ou savoir. Il dit que la science va au-delà même de la connaissance pour être une éducation. Donc à ce niveau, il faut comprendre que lorsqu'on dit science, il s'agit de quoi? D'abord, premièrement, dans le domaine de la connaissance, on a forcément besoin de deux éléments qui sont le sujet et l'objet. Le sujet, l'homme, le science, l'homme qui veut comprendre, et l'objet, la chose qu'il veut comprendre, c'est-à-dire ce que nous étudions. Donc à ce niveau, celui qui veut apprendre, qui est l'homme de science, doit aller vers l'élément qu'il veut connaître, c'est-à-dire la nature par exemple. Donc à ce niveau, il y a nécessairement besoin de se conformer aux principes, c'est-à-dire prescrits par l'objet qu'il veut étudier, qui est la nature. Et cette conception a été beaucoup plus explicitée par Joseph de Pesquido, qui dit quoi? Que si la science doit connaître la nature, il faut comprendre que la nature, elle est jalouse. Elle est jalouse pourquoi? Parce qu'elle demande toute l'attention. Et en demandant l'attention, alors le savant est obligé de faire une observation. Et cette observation doit être conforme aux prescriptions de la nature elle-même. Donc, le fait que le savant doit s'adapter à la nature, cela explique le côté éducation. Parce que pour mieux dominer la nature, il faut l'obéir, comme l'a dit Isaac Newton. Donc ça c'est Boutrox-Émile qui dit que la science n'est pas seulement une connaissance, mais aussi une éducation. Et également, au-delà de Boutrox-Émile, nous allons prendre la conception positiviste de la science. Parce que, qu'est-ce qu'on comprend? Dans cette conception, on a vu qu'il y a beaucoup de disciplines qui prétendent
être science. Mais est-ce que toutes ces connaissances-là peuvent être acceptées dans le cercle des sciences? Il y a eu ces questions-là qui se sont posées. Et on a fait marche arrière d'abord dans l'Antiquité, que c'est une connaissance ou un savoir. Et comme cette position-là est trop vague et générale, Aristote même a dit à l'occurrence que l'homme des sciences c'est le philosophe. Et que le philosophe c'est celui qui, dans la mesure du possible, possède la totalité du savoir. Donc comme c'est trop général, alors les positivistes ont dit quoi? Ils disent qu'une discipline pour être science doit respecter certains critères. Il doit y avoir certains éléments qu'on doit pouvoir observer dans le domaine de cette discipline. C'est pourquoi vous verrez. Il faut dire que c'est quoi la science? Que c'est un ensemble d'études. Premièrement, à caractère universel. À caractère universel. Deuxièmement, ayant une ou des méthodes. Une ou des méthodes. Troisièmement, ayant un objet d'étude. Et à ce niveau, ils ont même donné des prescriptions par rapport à l'objet d'étude d'une discipline scientifique. Pourquoi? Parce que l'objet d'étude doit être observable. Observable. L'objet d'étude doit être mesurable. Et l'expérimentation doit être possible. Donc la connaissance doit être basée sur une expérience. Donc ces critères-là font de cet objet d'étude-là un objet d'étude positif. Donc ainsi, vous verrez que les sciences exactes vont émerger. Parce que la physique peut respecter ses principes, la chimie c'est possible, la biologie, la géographie, ainsi de suite. Donc beaucoup de disciplines, c'est-à-dire qui seront capables de respecter ces principes-là donnés par le positivisme, seront acceptés comme des sciences. Donc au-delà de ça, il y a plusieurs autres définitions. Mais attaquons-nous à l'objet de la science. Et l'objet d'une discipline, c'est quoi? L'objet d'une discipline, c'est ce sur quoi porte cette discipline. Parce que souvent il y a confusion entre objet et objectif. L'objectif c'est que nous visons, mais l'objet c'est ce sur quoi la discipline porte. Alors la science porte sur quoi? C'est ce que nous appelons son objet. Donc l'objet de la science n'est rien d'autre que l'explication. L'interprétation. L'interprétation de la nature. L'explication et l'interprétation de la nature. Donc ainsi, les gens vont se poser la question, la science ne vise qu'à expliquer et interpréter les phénomènes de la nature. Oui, parce que lorsque vous prenez la notion de science, et c'est d'abord un savoir, donc son aspect théorique fait de telle sorte que elle s'en tient à l'explication et à l'interprétation. Et cette explication et cette interprétation de la nature doit se faire toujours selon la démarche élaborée par Denis Diderot, développée par Claude Bernard. Je veux parler de la méthode expérimentale qui passe par une observation. L'homme de science doit avant tout observer. Après cette observation, ce n'est pas n'importe quelle observation, parce qu'observer d'abord, c'est prêter attention. C'est agir avec l'esprit. Regarder, mais analyser avec l'esprit. Et comme le fait scientifique ne se limite pas seulement à ce qui est visé, il y a le fait thermique. Là, l'œil ne peut pas voir. Donc c'est pourquoi l'observation demande l'attention. Donc observer, c'est prêter attention. Donc après cette observation, l'homme de science doit être capable de se faire une idée sur ce qu'il veut étudier. Parce que Denis Diderot a dit que si le savant n'a pas d'idée sur ce qu'il cherche, il n'en aura pas sur ce qu'il va trouver. Donc c'est le hasard qui le conduit. Mais la science étant différente du hasard, il faut comprendre qu'après cette observation, l'homme de science doit faire une réflexion. Il va se faire des idées. C'est ce que nous appelons des hypothèses. Et
est-ce que ces hypothèses-là, c'est-à-dire correspondent aux attentes des savants? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui peut déterminer cela? C'est l'expérience ou la vérification. Donc, le savant va respecter ces principes pour que l'explication et l'interprétation soient conformes à la nature. Et c'est à l'occurrence que René Descartes va nous dire que la mission de la science, c'est de permettre à l'homme d'être le maître et le possesseur de la nature. C'est pourquoi il va dire que grâce à la science et à la technique, l'homme est devenu le maître et le possesseur de la nature. Donc, en un mot, l'objet de la science, c'est la maîtrise de notre milieu de vie. C'est la maîtrise de notre environnement, c'est la maîtrise de la nature, et y compris la nature humaine elle-même. Donc, vous allez voir, nous allons quitter l'origine, définition et l'objet. Mais ici, nous sommes restés avec l'aspect purement théorique. Donc, attaquons-nous à la technique pour voir. Donc, lorsque vous prenez la technique, à la différence de la science, il y a deux conceptions selon son origine. Il y en a qui parlent des techniques. Technique qui est latin, qui signifie en français art. Il y a d'autres qui parlent des technikos, qui fait allusion à la démarche, à la méthode et à la manière de faire. Donc on se pose la question, alors, technique signifie art, et l'art est une connaissance appliquée. Mais lorsque vous prenez art, là-bas aussi, c'est un peu vague, dans la mesure où ce qui représente technique comme art, ça ne donne pas les mêmes explications lorsque nous sommes par exemple dans les sciences sociales et humaines. Là, le art là, va se dire ars, qui est la production des belles choses. Mais dans le domaine de la technique, est-ce que c'est la même chose? Non. Dans le domaine de la technique, le mot technique qui signifie art vise la production des choses utiles. Maintenant, dans cette production, alors il y a forcément création. Et on ne peut créer si on n'a pas une démarche à suivre, si on n'a pas une méthodologie de travail, ce qui se résume à la manière de faire. Donc, par ses origines, voici ce que donne la technique. Et d'ailleurs, les archéologues nous ont enseigné que la technique a vu le jour grâce aux besoins. Et au moment où le cerveau de l'homme a atteint environ 200 cm3, là, il y avait un peu plus de développement. Lorsque le cerveau humain a atteint ça, il a pris conscience de ses besoins. Et c'était quel type d'homme? C'était Homo faber. Homo faber. Donc, c'est-à-dire l'homme fabricateur. Il fabrique quoi? Des outils. Donc, ainsi, les mêmes archéologues ont confirmé que les outils sont les premiers instruments de la technique. Si c'est des outils, pas comme les tabacs que nous avons. Lorsque vous prenez la pierre taillée, par exemple, lorsque vous prenez la pierre polie, lorsque vous prenez des hameçons confectionnés à travers les arrêts des poissons ou des os taillés, lorsque vous prenez des filets confectionnés à travers les cordes, lorsque vous prenez l'outil qui a été beaucoup plus utilisé, la gaule, dont l'homme se servait pour cueillir les fruits, donc tout ceci, ce sont les produits de la technique. Mais à l'époque, la technique n'était pas comme nous la connaissons aujourd'hui, parce que cette technique-là était purement archaïque. Mais le fait que l'homme a par exemple besoin de se nourrir, il va créer la gaule, il va fabriquer la gaule pour cueillir les fruits. Mais une fois le besoin satisfait, il oublie l'outil. Et le même besoin se représente une fois encore en créer. Donc à force de reprendre la même activité, à force de recréer le même outil, il devient plus performant. Ainsi, l'homme a développé sa technique petit à petit. Et l'activité manuelle, c'est-à-dire dans son histoire, jusqu'à l'industrie de nos jours. La technique ne fait que se développer. Alors ainsi, qu'est-ce qu'on va retenir? Les grands penseurs ont dit que la technique
décèle une action pour un but. La définition est très simple. Une action pour un but. C'est-à-dire ce que nous faisons pour atteindre un résultat. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de techniques. Maintenant, comment la technique parvient à créer des choses? Parce que lorsque vous prenez, la création technique aussi demande une connaissance. Donc on a l'impression que science et technique là, c'est le coup. Mais pourtant, lorsque vous prenez l'histoire, l'homme a été homo faber avant d'être homo sapiens, l'homme des sciences. Donc par rapport à cette histoire, on a l'impression que la technique a existé avant la science. Maintenant, au-delà de sa définition, vous verrez, la technique aussi a un objet tout comme la science. Donc l'objet de la technique, c'est la création, la production, de tout ce qui est utile à la vie de l'homme. C'est-à-dire la création, la production des objets jugés utiles. Donc vous allez voir à ce niveau, lorsque vous prenez la technique, c'est elle qui crée, à la différence de la science. Parce que la science s'en tient à l'explication et à l'interprétation. Cela se passe dans l'observation, l'analyse, c'est-à-dire la réflexion et la vérification. Donc la science a un aspect purement théorique. Elle ne crée pas, mais elle découvre. Elle découvre les lois, élabore des théories, dont le technicien va s'en servir pour créer des choses. Lorsque vous prenez par exemple la chute des corps, Isaac Newton, lorsqu'il a observé pourquoi les corps tombent, il y a eu plusieurs lois qui l'ont expliqué. Premièrement, parce que lorsque vous lâchez un corps dans un milieu éolien, que nous avons l'habitude d'appeler le vide, le mouvement du corps est dirigé du haut vers le bas. Donc vous allez voir, cela s'explique par une loi, la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction aussi est possible parce que ça exerce une force sur le corps. Mais les corps n'ont pas les mêmes vitesses, c'est-à-dire du point de chute jusqu'à l'atterrissage, n'ont pas les mêmes vitesses. Ça aussi, ça s'explique par une autre loi, la loi de la pesanteur. Cela dépend du poids des corps. Lorsque je lâche ce mouchoir et comme adresse au écritoire, les deux ne vont pas tomber en même temps. Ce qui pèse plus va tomber avant, ce qui ne pèse pas tellement. Donc ça, c'est la loi de la pesanteur. Donc vous allez voir, l'analyse là, ça a été fait par Isaac Newton. Mais Isaac Newton n'a pas créé d'avion. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque je lance un corps, le corps va monter d'abord. Mais dès que cette force-là sera interrompue, le corps va tomber. Donc la première force qui propulse le corps dépend de moi. Donc il y a ici une énergie qui est purement mécanique. Dès que cela est interrompu, la chute commence. Alors que faut-il faire pour que le mouvement la continue? Alors, on a créé une autre énergie qui est l'énergie potentielle. Donc, énergie mécanique, énergie potentielle, les deux réunions donnent naissance à l'énergie cinétique. Maintenant, les grands ingénieurs se sont servis de cette théorie pour créer tout ce que nous voyons aujourd'hui comme corps mobile, les voitures, les avions, les motos, ainsi de suite. Et tout ça pourquoi? Pour satisfaire également un besoin. Le besoin de locomotion. Nous sommes partis d'un point A à un point B. Finalement, nous sommes partis d'une planète à une autre. Mais toujours le besoin de locomotion est là. Donc, vous allez voir que plus le besoin est là, plus la science et la technique aussi se développent. Maintenant, vous allez voir, ces deux-là entretiennent des rapports. La science et la technique entretiennent des rapports. Vous allez voir ce qui représente le biologiste. Le biologiste pour le médecin. La science représente la même chose pour la technique. C'est-à-dire l'homme des sciences, c'est le biologiste, c'est lui le savant. Et le médecin, c'est le technicien. La preuve est que nos professeurs de biologie peuvent donner très bien les cours, ils peuvent expliquer très bien les théories, mais tu ne peux pas être malade pour dire monsieur va faire mon injection parce que le biologiste et le médecin, les deux là se complètent. Jamais. Parce que monsieur n'est pas un technicien, c'est un homme de sciences. Donc vous allez voir la relation biologie-médecine est également la même relation science et technique.
C'est également le cas du physicien et de l'ingénieur. C'est également le cas disons, la géométrie et l'arpentage. Tu ne peux pas donner à la maison un professeur de mathématiques qui te donne bien les cours de géologie. Monsieur, vous allez faire la charpente de ma maison. Jamais. Ce n'est pas un arpenteur. Donc vous allez voir, l'application de la géométrie, c'est dans l'arpentage. Donc les relations qui existent entre ces concepts, on explique la même relation qui existe entre la science et la technique. L'homme des sciences va étudier, il va observer, il va expliquer, et les résultats obtenus, il les met à la disposition de l'homme de la technique. Je prends un exemple très simple sur le paludisme. Vous verrez, causé par quoi? Le plasmodium malaria. Un être vivant, biologiste, un spécialiste en sciences de la vie, il va s'intéresser au plasmodium, comment il vit, comment il se déplace à travers un agent vecteur qui est l'anophèle. Donc vous verrez l'anophèle femelle, vous verrez qu'à ce niveau, il va s'intéresser également à l'anophèle femelle. Donc que faut-il faire pour interrompre le palud? Il faut détruire l'agent vecteur. Mais ce n'est pas le biologiste qui va fabriquer les insecticides, ce n'est pas lui qui va, injecter les gens qui sont malades. Donc l'ensemble de ces résultats doivent être mis à la disposition des spécialistes, des hommes de la technique. Si c'est le traitement, il va mettre les résultats à la disposition du médecin. Si c'est dans le fait de détruire les anophèles, il va mettre ça à la disposition des spécialistes en insecticides. Donc les deux là se complètent. La science et la technique évoluent ensemble. Maintenant, cette évolution, vous allez voir, vous verrez, lorsque vous prenez la science et la technique, par rapport à tout ce que nous venons d'expliquer, ça émerveille l'humanité. Grâce à la science et à la technique, nous avons aujourd'hui la maîtrise de notre milieu, comme l'a dit André Noiret. Et lui, il n'y a pas d'intouchable dans la nature. Tout ce qui ne nous plaît pas, nous allons la changer parce qu'on a confiance à la science. Mais si vous prenez l'avancée de la science et de la technique aujourd'hui, ça pose assez de questions. Il y en a qui sont émerveillés, mais Lanza del Vasco, il dit que ceci là sont des choses. Que dans la mesure où, à côté de chaque avancée, chaque pas effectué par la science, l'homme doit avoir peur. Jusqu'à ce qu'il s'est posé la question, où va le travail humain? Vers le progrès ou vers la destruction? C'est à ce niveau où nous parlons des avantages et des inconvénients. Il dit ne parlons pas des avantages, des inconvénients. Ne parlons pas des inconvénients. Les avantages, constituent déjà des problèmes pour l'humanité. Exemple, prenez dans un domaine spécial, prenons le domaine de la santé. Vous allez voir la maîtrise de la biologie a poussé l'homme à chercher à créer des choses pour améliorer notre état de santé. Vous allez voir, on a commencé par ce que nous consommons, la création des hybrides. La création des hybrides, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. On les appelle OGM. Exemple, les fermes thorax que nous avons là, les pommes que nous mangeons là, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Ces poules-là, vous allez voir de la pendaison à l'abattoir, d'autres disent 21, 24, 26 jours. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Que ces hybrides-là, c'est-à-dire reçoivent des traitements. C'est ce que nous consommons aujourd'hui. C'est l'avantage parce que ça lutte contre la famine. Mais est-ce que ça ne peut pas jouer sur notre état de santé à force de consommer beaucoup d'OGM? Et vous allez voir, ces OGM-là, c'est-à-dire sont tellement pulvérisés avec les produits, c'est-à-dire chimiques, vous verrez qu'ils ont 6 fois moins besoin d'eau que l'agriculture 100% bio. Ça, c'est un aspect. Et les hybrides sont à 100% stériles. Ce sont des productions humaines. Et vous verrez, pour lutter toujours contre les maladies, nous avons cherché à créer des virus capables de détruire d'autres bactéries. Mais finalement, ces virus-là se sont retournés contre nous. C'est le cas de ce que nous vivons maintenant là, le Covid-19, une création humaine. Même si l'origine est issue de la nature, d'ailleurs, je vous informe que jusqu'à présent, les scientifiques sont déjà en divergence par rapport à l'origine des virus. Certains disent que les virus sont des créations humaines, mais l'origine est naturelle. D'autres disent non, que ce ne sont que des manipulations des laboratoires. Donc, tout ceci
ceci ont été créés par l'homme pour résoudre un problème. Finalement, ça a créé un autre problème plus grave. Et vous allez voir ce développement. On dit que lorsque la science se développe, ça permet à l'homme de vivre mieux. Mais prenons le monde industrialisé. Lorsque vous prenez les industries, vous verrez, là-bas c'est la machine qui travaille à la place de l'homme. Ça nous permet de gagner en temps, mais ça crée encore plus de choses. Car plus le machinisme est développé, plus on n'a pas besoin de la main-d'œuvre humaine. Il y a eu des avantages parce que ça a mis fin à l'esclavage, mais à côté de l'avantage là, ça crée des chômages. Et les industries là, lorsque ça fleurit beaucoup dans les États, ça crée encore des maladies. C'est le cas de l'Inde. De nos jours, où chaque année il y a à peu près 20 millions de morts c'est-à-dire par maladie cancérigène. Donc ça veut dire quoi? Les industries qui créent de l'emploi vont causer des maladies. Et lorsque ces industries-là sont robotisées, ça va créer le chômage. Donc ça veut dire que à côté de chaque avancée de la science, il y a des inconvénients à côté, de l'autre côté. C'est pourquoi Albert Einstein a résumé en disant quoi? Que le progrès de la technique se présente comme une hache dans les mains d'un psychopathe. Et quand vous voyez une hache dans les mains d'un fou, on se pose la question, ça c'est un danger ou pas? Donc pour les hommes, c'est un grand danger. Mais tout dépend du savant, tout dépend de ce que l'homme de science envisage par rapport à ce qu'il veut créer. Donc c'est pourquoi vous allez voir, de nos jours, il y a une nouvelle discipline que nous appelons épistémologie, c'est-à-dire la philosophie et les autres sciences, parce que les autres sciences ont besoin d'être moralisées. Une façon de dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il va falloir que la science soit orientée dans la bonne direction pour le développement de l'humanité et même pour, la survie de l'humanité. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous souhaitons bonne chance à tous les élèves et nous vous encourageons à suivre les cours et à poser vos questions par SMS. Donc vous enverrez vos questions par SMS au 628 25 25 43 et vous aurez ces devoirs-là à la maison. Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer juste les introductions. Mais lorsque vous avez besoin de faire le tour, arrangez vos réponses à travers vos idées, des arguments et des exemples. C'est-à-dire formuler des paragraphes très simples. Idée, argument, exemple. C'est largement suffisant. Donc vous allez expliquer cette idée de Louis Pasteur. Il dit il n'y a ni science pure, ni science appliquée. Il y a la science et les applications de la science. Vous allez démontrer. Merci.